Merci beaucoup, monsieur Pfeffer. Je vous laisse un mot d'introduction en fait, pour nous présenter cet ouvrage. Merci beaucoup, monsieur le préfet, monsieur le maire de Brignais. Merci de votre accueil ici. Alors c'est vrai que les lieux ont dû changer à cause du contexte sanitaire, mais d'ailleurs, on pourra peut-être parler du contexte sanitaire et des paysages, parce que je crois qu'il s'est passé quelque chose malgré tout pendant le confinement. Écoutez, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. C'est vrai que je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ce carnet de territoire est absolument superbe et en fait nous invite à plusieurs réflexions. En tant qu'élus, on est tous sollicités au quotidien par nos administrés sur la défense de la qualité de la vie, sur le cadre de vie, sur les mobilités, sur le développement de l'emploi. On a parlé d'alimentation, qui est au cœur des priorités de nos concitoyens. Puis aujourd'hui, on voit émerger aussi une certaine forme de conscience citoyenne, parfois d'ailleurs sur laquelle il faut un peu de modération, autour des questions de développement durable et de transition écologique. La réalité, c'est que nos paysages, aujourd'hui, alors je vais vous parler de ceux que je connais le mieux, c'est-à-dire ceux où j'ai grandi, où je suis allé à l'école, faire du foot, faire du vélo, parce qu'en fait, tout petit, dès la sortie de son domicile, en fait, et même aujourd'hui, on a une perception du paysage. Le paysage, on ne peut pas le voir uniquement vu du ciel. C'est toujours très beau, hein. Quand on prend l'avion, on regarde les différents paysages, on se dit tiens, c'est une mosaïque, on y voit la main de l'homme, on y voit la main de Dame Nature, et la réalité, c'est que le paysage, c'est cette adéquation entre la main de Dame Nature et la main de l'homme. Et aujourd'hui, nous, on est des hommes. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Notre responsabilité en tant qu'élu, c'est d'essayer d'avoir un peu de respect pour Dame Nature. Vous prenez les territoires des monts et coteaux du Lyonnais, qui sont des territoires vallonnés, qui sont des territoires très divers, on se rend compte qu'au fil de l'eau, la main de l'homme, l'urbanisation, le développement d'activités, les transitions industrielles ont eu des impacts extrêmement forts sur l'ensemble de nos paysages. Et en tant qu'élu aujourd'hui, et je salue le président de l'association nationale, je crois, sur les espaces verts, c'est ça? Comment? Des espaces verts et du paysage. Des espaces verts et du paysage, parce qu'il y a un vrai enjeu dans nos travaux d'aménagement qui consiste à dire qu'en fait, est-ce que les intentions paysagères ne doivent pas être la base de chacun de nos projets? Aujourd'hui, quand on établit un SCOT, un schéma de cohérence territoriale, c'est vrai qu'on a, sous le poids des lourdeurs administratives, on suit un certain nombre de préconisations et de recommandations, et on ne s'interroge jamais philosophiquement sur, en fait, la notion du paysage sur un bassin de vie, sur lequel va découler un autre document d'urbanisme essentiel, qui est le PLU, ou le PLUI, dont vous parliez. Et aujourd'hui, je pense que l'intention paysagère, sur chacun des projets, à petite échelle, que ce soit un terrain de tennis couvert, que ce soit un complexe comme celui-là, vous voyez, complexe Paul Massieu, il y a eu des intentions paysagères au moment, alors je ne sais pas si le CAUE avait accompagné à l'époque le projet, mais c'est vrai que à la base de chacun des projets, l'intention paysagère, c'est celle qui doit nous guider. Parce que, en réalité, tout en respectant Dame Nature, on respecte aussi la volonté de nos concitoyens d'avoir un cadre de vie apaisé, préservé. Il y a des politiques municipales qui sont axées uniquement sur le fleurissement. Hop, on fait des beaux ronds-points bien fleuris. Mais en fait, au final, quand on sort un projet immobilier, on a du mal à, monsieur l'architecte, à dire à l'architecte, écoutez, nous, votre immeuble, il est intéressant, il va loger des gens, il va accueillir, pourquoi pas, des services, du commerce,
Mais en fait, les gens, ils vont aller où? Qu'est-ce qu'ils vont voir? Alors c'est sûr que quand on est dans son canapé, devant la télé, volet fermé, l'intention paysagère, au final, elle a peu d'importance. Mais la plupart du temps, on ne vit pas comme ça. Et la réalité, c'est que prendre en compte la réalité de ce qu'attend aujourd'hui nos habitants, on parle de COP21, de COP22, de COP23, on fait de grandes incantations autour de la transition écologique, alors que la base fondamentale de la vie de l'homme, c'est globalement son écosystème. Et là, nous, les élus, en termes d'urbanisme, on a des outils à mettre en œuvre, et je sais que l'État nous accompagne. Et puis derrière, parce qu'on n'est pas... voilà, on n'est pas d'âme nature, eh ben on peut bénéficier des conseils. Et à partir des intentions paysagères, c'est un bon moyen d'interroger, alors que la population a besoin de participer, à partir des intentions paysagères, c'est aussi un moyen d'associer la population à un projet et de lui faire comprendre le sens du projet. Titre d'exemple, avec le CAUE, on a travaillé sur un projet de route, ça paraît absolument basique, et on s'est dit, cette route, elle est structurante, parce qu'elle permet aux gens de se déplacer, alors on essaye d'y mettre, d'accentuer les mobilités douces, d'essayer d'avoir des espaces un peu de respiration le long de la voirie, avec des salons paysagers. Et en fait, on s'est rendu compte que la population, bien sûr que savoir si la route allait être en sens unique ou en double sens, si la voie de vélo allait faire 2 mètres ou 4 mètres, c'était un sujet. Mais au final, le vrai sujet, c'était comment est-ce que ce projet routier va contribuer à ma vie du quotidien, non pas uniquement dans mes déplacements, mais également dans ma façon de percevoir la ville. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, vous parliez de l'étalement urbain tout à l'heure, je suis désolé, je suis arrivé un petit peu après votre intervention, mais j'ai compris qu'il y avait une part de votre intervention sur la question de l'étalement urbain. Aujourd'hui, on a des outils à mettre en œuvre, notamment la question de la réhabilitation des centres-bourgs, la revitalisation des centres-bourgs, qui nous permettent à la fois de ne pas gaspiller de l'espace, parce qu'on a besoin d'espace agricole pour produire et nous nourrir, mais aussi parce qu'aujourd'hui, la ville, elle a besoin un petit peu de se reconstruire sur elle-même. Et ce qui a été oublié par le passé, un petit peu, je pense, parce qu'on voit ces grands centres urbains très denses. La densification, c'est pas quelque chose de nouveau. La densification, elle s'est déjà faite beaucoup par le passé. L'étalement urbain, évidemment, parce que, en fait, l'effet de l'urbanisation faisait que plus on s'éloignait des centres-villes, plus on s'étalait. C'est peut-être un réflexe humain de ruissellement. Et dans les réhabilitations de centres-bourgs, parce que je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est que la ville, elle puisse se reconstruire sur elle-même, et dans les revitalisations de centres-bourgs, les aspects paysagers deviennent prioritaires. Alors parfois, il y a des mesurettes. On va mettre des bacs à fleurs, par exemple. Mais au final, cette mesurette, même si jamais c'est pas aller au bout de la démarche, au final, cette mesurette, elle vient participer à l'amélioration du cadre de vie, et elle vient en fait apporter de la saisonnalité à notre quotidien. Je vois aussi, j'ai croisé l'architecte des Bâtiments de France, alors c'est vrai que parfois on se dit, oulala, il est dur, l'architecte des Bâtiments de France. Mais au final, la protection de nos paysages, elle passe aussi par la protection de notre patrimoine historique, de la protection de notre patrimoine bâti. En fait, ce patrimoine bâti, ce patrimoine historique, il s'inscrit dans un environnement beaucoup plus global, et le rôle du conseil, je pense bien évidemment du CAUE, mais du conseil aussi de l'architecte de Bâtiments de France, dans tout ce qui est toute la dynamique de redynamisation de centre-bourg, est essentiel. Si vous prenez les photos anciennes de nos villages, les intentions paysagères, elles étaient dans chacun des projets. D'ailleurs, on voyait que les intentions paysagères, alors qu'aujourd'hui, on y met du paysage après la construction, à l'époque, quand on prend les photos anciennes, on voit qu'au moment de la construction, on essayait de respecter le cadre de vie et le paysage. C'est vrai que moi, je m'interroge aussi, alors je m'adresse à nouveau à l'architecte, ou aux architectes, parfois on a l'impression que dans les projets
architecturaux, dans les programmes notamment immobiliers, on vient poser du bâti sur nos territoires. Et je crois que nos concitoyens aujourd'hui, ils sont un petit peu dans une logique de dire alto béton, cessons de construire, eux-mêmes qui ont construit leur maison à un moment pour pouvoir venir y vivre, parce que je crois que dans l'explication des projets, on n'est pas suffisamment axé sur quel impact le projet a sur notre cadre de vie. Puis là, on était du coup sur les centres-bourgs. Je crois que ce qui a fait la force de notre territoire des Monts et Coteaux du Lyonnais, ça a été sa capacité à défendre l'agriculture. Parce que c'est vrai qu'un agriculteur nous nourrit, mais un agriculteur est aussi un façonneur de paysages. Et on a des outils pour soutenir l'activité agricole. Il faut mettre en place des outils pour soutenir l'installation des jeunes, pour à la fois permettre à l'agriculture de faire sa mutation. Je pense à la mutation, notamment des mutations pour une agriculture un peu plus verte. Mais attention à la rupture, parce que, comme vous le disiez si bien, l'agriculteur, c'est celui qui nous nourrit. Et nous, on a une difficulté sur les Monts et Coteaux du Lyonnais, c'est l'avenir de l'élevage, par exemple. L'élevage a été, pendant des années, à la fois une formidable activité de protection de nos paysages. En fait, chacune, enfin, nous, notre secteur des Monts et Coteaux du Lyonnais, est plutôt à la chance de bénéficier de la polyculture, arboriculture, élevage, maraîchage. Et aujourd'hui, les conditions de travail des agriculteurs font que l'élevage est petit à petit en train de disparaître. Et donc ça interroge. Parce que demain, si on n'a que des maraîchers, même si ce sont des maraîchers bio, comment fera-t-on pour produire d'autres aliments qui sont essentiels à l'homme? Donc, l'idée, je pense que nos collectivités, Daniel Pacou, je crois, l'a montré dans sa communauté de communes, c'est d'accompagner la transition agricole et aider à l'installation. Je crois qu'il y a un message très fort à passer autour de la qualité de la profession agricole qui est fondamentale dans l'entretien de nos paysages. Il y a une politique également qui est essentielle, qui est celle de la protection des espaces naturels sensibles et de la biodiversité. Je ne sais pas si vous en avez parlé juste auparavant, mais la réalité de nos paysages, c'est que vous avez une partie des paysages qui sont exploités, et c'est normal, et vous avez une partie de nos paysages qui ne sont pas forcément exploités, qui sont des lieux de vitalité de notre biodiversité. Et en protégeant nos espaces naturels sensibles, au final, on protège le cadre de vie et nos paysages. Enfin, sur l'activité économique, c'est vrai que souvent, en tant qu'élu, on a le besoin et l'envie de construire des zones d'activité. C'est vrai que parfois, l'État, dès qu'il s'agit d'artificialiser un peu de terrain, nous bloque. C'est une politique qui est tout à fait logique, responsable, raisonnable, même si parfois nous, parce qu'on a besoin de développer nos territoires et qu'on peut mettre en place des outils de protection de nos paysages, je pense que les intentions paysagères des zones d'activité, le développement des énergies renouvelables, la facilité à la possibilité d'organiser de nouvelles formes de mobilité, de liens douces entre les villages et les zones d'activité pourraient permettre, tout en permettant le développement économique, de préserver ce qu'on voit de devant sa porte, mais aussi ce qu'on voit du ciel. Puis je crois enfin que ce qui a fait la réussite des Monts et Coteaux du Lyonnais, au-delà de l'agriculture, de la protection du patrimoine, du maintien des enveloppes urbaines avec des politiques très fortes, les politiques de PENAP par exemple, le territoire de la communauté de communes du pays morvantais, c'est 85% de PENAP. 85% de PENAP, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a une partie du territoire qui est figée pour au moins 30 années. Je pense que ce sera plus, mais qui est figée pour au moins 30 années. Et l'avantage, c'est que vous avez autour des villages des ceintures vertes. Et donc, en plus de protéger notre paysage,
En préservant ces villages, vous maintenez un esprit bien français et une forme de mode de vie, une culture, qui est celui de l'esprit village. Et l'esprit village, c'est quoi? C'est la solidarité. C'est le fait que les gens se reconnaissent dans la rue. Alors avec les masques en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais c'est aussi la vie associative. Et en fait, le paysage a un impact social et sociétal extrêmement fort. Quand vous êtes dans une cité HLM construite dans les années 60, vous n'avez pas tout à fait le même... alors au-delà des différences de culture hein, entre les uns et les autres, vous n'avez pas les mêmes rapports humains et les mêmes rapports sociaux. Et ce n'est pas uniquement lié à la question de la pauvreté ou de la difficulté sociale, parce que à Mornan, à Saint-Didier-sous-Rivry, on voit aussi des agriculteurs qui sont en souffrance économique et sociale, mais c'est parce qu'en fait le cadre dans lequel on évolue n'est pas un cadre apaisant. Et pendant la crise du Covid, on était tous confinés chez nous. À partir du moment où on a eu la possibilité de sortir un petit peu, moi j'ai jamais vu autant de vélos, de randonneurs, de photos sur les réseaux sociaux, où les gens prenaient en photo nos paysages. Et je crois que le paysage, au-delà d'être un outil d'aménagement du territoire, d'un point de vue urbanistique, de protection de l'environnement, je crois que le paysage, c'est une partie de bonheur qu'on peut apporter aux gens. Et c'est pour ça qu'en tant qu'élu, s'engager pour le respect du cadre de vie, de la qualité de vie, avec pour première intention l'intention paysagère, je crois qu'en fait, c'est peut-être une clé de l'urbanisation de demain.